Salut tout le monde, c'est Anna pour un nouvel épisode de Lire avec Anna Ozan. Dans ce podcast, on s'intéresse aux livres, à ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent, à ceux qui les éditent, bref, vous l'aurez compris, à la lecture et à l'écriture. Et si vous ne me connaissez pas, cliquez sur le lien en description, vous trouverez mon site internet annaozan.com et pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la newsletter ou me suivre sur Instagram. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ces épisodes que j'en prends à les préparer pour vous. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Straught, chimiste de formation, ayant débuté sa carrière comme journaliste scientifique et ayant continué à l'Organisation mondiale de la santé. D'abord chef de presse et porte-parole du directeur général, ensuite passé 4 ans à Bruxelles à l'Union européenne pour les relations de presse, puis à la traduction jusqu'à la retraite. Bonjour Philippe Straught. Bonjour Anna. Aujourd'hui, vous travaillez encore sur mandat à la demande comme traducteur et relecteur. Est-ce exact? Tout à fait. Alors, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Avant de commencer à vous poser toutes les questions que j'ai préparées pour vous et que je brûle d'impatience de vous poser, je crois qu'il est important de préciser à nos auditeurs que vous êtes ce que l'on appelle un polyglotte. Je dirais même plus, si le mot polyglotte avait dû être inventé pour quelqu'un, cela aurait sans nul doute été pour vous. Pour n'en citer que quelques-unes, vous maîtrisez parfaitement une douzaine de langues. Il y a l'anglais, le russe, l'espagnol, le grec, le chinois, le hongrois, le portugais, l'allemand. Mais vous avez également appris et avez de très bonnes connaissances en turc, en arménien, en roumain ou encore en thaïlandais, en japonais, en arabe. Et ici non plus, la liste n'est pas exhaustive. Alors, ma première question est d'où vous vient cet intérêt pour les langues? Bien, d'abord, je dois atténuer un petit peu ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on appelle parfaitement? Ça dépend où on fixe la barre. Disons que je me débrouille dans une douzaine de langues et j'ai quelques notions d'autres langues, mais de là à dire que je les parle parfaitement, c'est exagéré. J'ai toujours aimé les langues. Dans ma famille, j'ai entendu depuis tout petit parler des langues étrangères. Mon père était physicien au CERN, donc il avait souvent des invités qui parlent de différents pays, qui parlaient essentiellement l'anglais entre eux, ce qui fait que même si tout le monde est de langue maternelle chez moi, l'anglais est devenu rapidement familier à mon oreille. Puis, au Collège de Genève, j'ai appris le latin et l'allemand, et puis l'anglais, bien sûr, et j'ai commencé à apprendre un certain nombre de langues, comme ça, tout seul, par intérêt, d'abord l'espagnol et puis surtout le russe. D'accord. Et est-ce que vous avez l'impression que plus vous apprenez de langues, plus il est facile d'en apprendre de nouvelles? Est-ce que vous voyez des mécanismes qui se ressemblent selon les langues, une facilité? Plus on apprend, plus c'est facile? Oui, sans aucun doute, on trouve beaucoup d'analogies entre les langues, même parfois de manière assez inattendue. Et ça, c'est clair que plus on connaît de langues, plus on découvre des langues, plus c'est facile de trouver des analogies et d'en apprendre d'autres. Ceci dit, c'est jamais totalement facile. Et moi, je ne crois personnellement pas du tout à ces gens qui prétendent qu'ils apprennent une langue en 2 mois. Je me rappelle avoir lu un jour l'interview de quelqu'un dont les parents avaient été diplomates et qu'il expliquait qu'il avait passé 1 an à Prague, 1 an ou 2 ans au Venezuela, et 2 ans, je ne sais pas encore où, et donc du coup qu'il parlait toutes ces langues. Là, honnêtement, je n'y crois pas. Je pense que pour parler une langue correctement, encore une fois, pas parfaitement, mais pour bien se débrouiller, il faut travailler. Apprendre des langues demande du travail. En tout cas, c'est mon cas. Et apprendre d'un claquement de doigts, là, personnellement, je n'y crois pas. Donc, le goût, l'envie, la passion, mais surtout beaucoup de travail. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes un scientifique, euh, vous avez travaillé comme journaliste, et comment vous en êtes venu à la traduction? Bien, d'abord dire que effectivement, je suis né dans une famille de scientifiques. Mon père était physicien nucléaire et ma mère avait fait des études de chimie. Donc, pour moi, faire des études scientifiques allait de soi. Même si j'ai toujours, et comme je vous l'ai dit, été passionné par les langues. Donc, du coup, j'ai fait des études en chimie et en même temps, j'ai fait de la traduction pour gagner un petit peu d'argent à côté quand j'étais étudiant, essentiellement en anglais, russe, des traductions un peu techniques.
Et puis, tout en continuant mes études, j'ai commencé, d'abord j'ai terminé mes études à l'Université de Genève, j'ai fait un diplôme d'ingénieur chimiste, et puis en même temps que je faisais une thèse en chimie physique, j'ai travaillé parallèlement pour une agence de presse scientifique aussi, qui me permettait d'écrire, parce que j'aime beaucoup d'écrire, et aussi surtout d'utiliser les connaissances linguistiques que j'avais. Donc tout ça, si vous voulez, c'est nourri. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'arriver finalement comme attaché de presse à l'OMS pour commencer. Et puis porte-parole. Donc porte-parole, je rectifie non pas du directeur général, mais bien de l'organisation elle-même. Et là, c'est clair que les connaissances linguistiques que j'avais m'ont beaucoup aidé. Donc formation scientifique, expérience journalistique et connaissances linguistiques faisaient un tout qui m'a permis de faire carrière à l'OMS. Absolument. Euh, Comment, donc, vous traduisez essentiellement depuis, ou avez traduit, on verra après que vous continuez à faire de la traduction, de l'anglais vers le français. Est-ce que c'est votre sens de prédilection ou il y a d'autres langues ou d'autres... C'est-à-dire que quand j'ai travaillé à l'OMS, donc comme à l'ONU en général, vous savez, il y a deux langues de travail, l'anglais et le français, même si malheureusement de plus en plus il y en a une seule qui est l'anglais, mais surtout c'est une langue officielle, donc les deux déjà mentionnés, plus le russe, l'espagnol, l'arabe et le chinois. Il se trouve que j'avais des connaissances à des degrés divers de ces six langues et que donc ça m'était extrêmement utile. Ce qui ne veut pas dire que j'ai fait des traductions, je n'ai jamais fait des traductions professionnellement d'arabe, ni même de chinois d'ailleurs. Mais donc ça, c'était pendant ma carrière de, si vous voulez, d'être porte-parole de l'OMS et chef de presse. Ensuite, j'ai terminé ma carrière comme traducteur. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais commencé parce que quand j'étais journaliste scientifique, je faisais de temps en temps aussi des traductions pour les Nations Unies. J'étais traducteur extérieur des Nations Unies. Là, c'était essentiellement de l'anglais. Et donc, à la fin de ma carrière à l'OMS, j'ai passé les dernières années à la traduction, traduction technique comme traducteur-reviseur. Et là, c'était essentiellement de l'anglais. Mais ensuite, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années à l'ONU comme traducteur-réviseur aussi, dans les contrats de courte durée, puisque j'étais déjà officiellement retraité de l'OMS. Et là, je traduisais de l'anglais, mais aussi du russe, parfois de l'espagnol, mais surtout de l'anglais et du russe. Il faut dire qu'aux Nations Unies, la plupart des textes sont écrits en anglais, quelle que soit la nationalité de ceux qui l'écrivent, et que donc les textes les plus importants doivent être traduits dans les cinq autres langues. Ce qui fait que paradoxalement, c'est les traducteurs vers l'anglais qui ont le moins de travail, si on peut dire, alors que les traducteurs vers le français et les autres langues, mais surtout vers le français, ont effectivement beaucoup de travail. Et d'où la raison pour laquelle l'ONU fait appel à des traducteurs expérimentés, temporaires, extérieurs, comme c'était mon cas. Ah oui, c'est intéressant. Et alors, vous avez traduit depuis hein, des livres euh, qui sont pas des livres scientifiques. C'est ma manière d'introduire ma prochaine question finalement parce que à l'ONU, à l'OMS, vous avez fait plutôt de la traduction scientifique, donc plus technique, Tout à fait. j'imagine. En quoi est-ce différent de la traduction littéraire? Alors, c'était une excellente question. Là, pour le coup, j'ai traduit un livre de l'espagnol d'un auteur péruvien qui était, au fond, l'histoire des peuples originaires d'Amérique latine vus par eux-mêmes. Donc ça, je l'ai traduit de l'espagnol en français. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est un livre qui n'est pas scientifique, si vous voulez, qui n'est pas proprement parlé totalement littéraire non plus, mais où c'est quand même des activités relativement différentes. Alors maintenant, il est clair que quand vous faites une traduction scientifique, vous devez être extraordinairement précis. Par exemple, aux Nations Unies, je travaillais sur des questions telles que la sécurité du transport des marchandises dangereuses, avec toutes les normes qui vont avec. Et là, on a intérêt à être précis et à ne pas se tromper, fût-ce au détriment de la beauté du style, si vous voulez. Ceci dit, il faut toujours chercher un équilibre entre la précision de ce qu'on dit, donc rendre le sens exact, et aussi que ça se lise le plus facilement possible. Alors, par rapport à la traduction, là, c'était la traduction en général. Il y a cette vieille formule, cette vieille plaisanterie qu'on racontait qui actuellement serait devenue totalement
politiquement incorrect et qui est d'ailleurs relativement injuste, même s'il y a un fond de vérité. Et la blague, c'était de dire une traduction, c'est comme une jolie femme, plus elle est belle, moins elle est fidèle. Alors encore une fois, c'est injuste, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Si on s'éloigne, si on veut embellir trop, ben on s'éloigne du sens, de la fidélité de la traduction. Et si on reste trop près, à la limite, la traduction littérale, c'est tout simplement illisible. Donc voilà un petit peu pour répondre à vos questions. Ce sont des activités qui ont beaucoup de choses en commun, mais qui sont quand même relativement différentes. Quant à la traduction littéraire, je pense en particulier à la traduction de poèmes, c'est quelque chose de complètement redoutable. Moi, j'avais le Oui. souvenir d'avoir vu un exemple absolument magnifique de quelqu'un qui avait traduit un poème de Baudelaire, je crois. C'était les fameux les sanglots longs des violons de l'automne, etc. Traduit en hongrois. Et l'auteur, le traducteur avait réussi non seulement à rendre le sens, mais la musique aussi. Ça, c'était extraordinaire. Ah Donc, c'est oui, un art, quoi. C'est vraiment, voilà, la traduction oui, littéraire est un véritable art. oui. Et puis quand il s'agit de poèmes, j'imagine que Encore comme vous plus disiez, difficile. oui. Mais alors, quelle liberté a le traducteur finalement? Donc là, on parle plus de traduction scientifique, mais alors de la traduction d'un livre. Est-ce que le traducteur peut mettre quand même son style, sa touche, euh, tout en restant fidèle évidemment au texte et au sens du texte? Est-ce qu'il peut quand même mettre un petit peu de lui-même dedans? Bien sûr, il peut le faire, mais c'est tout le défi, hein, c'est tout le défi. Il peut le faire dans la limite où il ne s'éloigne pas, j'allais dire pas trop, non, à la limite où il ne s'éloigne pas du sens premier de ce que l'auteur a voulu dire. Mais il y a bien sûr, ça laisse une marge de manœuvre, le choix des mots, la longueur des phrases, les formules, mettre beaucoup d'adjectifs ou pas, des adverbes ou pas, etc. Là, chacun a son style. Et on peut être, encore une fois, concilier la fidélité aux sciences et la beauté du style. Ça, c'est tout à fait faisable. Oui. Et comment ça se passe alors une fois que vous avez traduit un ouvrage? Est-ce que quelqu'un d'autre va relire votre traduction? Ou comment c'est Ben, comme là, ça dépend. Bon, en ce qui me concerne, par exemple, aux Nations Unies, j'étais donc traducteur-réviseur, c'est-à-dire que je révisais moi-même mes textes, donc ce qui donne une responsabilité supplémentaire. Et par contre, je devais réviser des textes de traducteurs plus jeunes, moins expérimentés. Et oui. là aussi, c'est un exercice intéressant, mais un petit peu contraignant parce on est tenté d'apporter sa propre touche, alors qu'il faut respecter le plus possible le style de l'autre, donc du traducteur d'origine, et se limiter à corriger les vraies erreurs, et pas, même si on est tenté d'améliorer le style. Donc, là aussi, une sorte d'équilibre à trouver. Oui, c'est des subtilités finalement, l'équilibre, comme vous dites. C'est très intéressant. Il m'est personnellement arrivé de lire des livres assez mal traduits, notamment depuis l'anglais, avec des formulations douteuses où on voit que c'est euh, presque de la traduction où on aurait utilisé l'intelligence artificielle ou Google Translate comme ça. Euh, et c'est très dérangeant parce qu'on sent, surtout quand on maîtrise la langue d'origine, on sait que c'est traduit de l'anglais, on sent que c'est vraiment de la traduction littéraire et ça perd, traduction littérale, pardon, et ça perd son sens. Alors, d'après vous, quels sont les éléments clés d'une bonne traduction ou quelles sont les qualités d'un bon traducteur? Peut dire que la traduction est une profession en soi. Je veux dire, on ne s'improvise pas traducteur comme on ne s'improvise pas garagiste ou agriculteur. Ou, je veux dire, il faut vraiment connaître le métier. Or, il y a beaucoup de gens, surtout des gens qui connaissent l'anglais, parce que finalement tout le monde peu ou prou connaît l'anglais. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, moi je me débrouille en anglais, j'ai une langue maternelle, donc je peux être traducteur. C'est plus compliqué que ça. Parce il y a plein de faux amis, si vous voulez, et même des gens qui font des efforts méritoires pour ne pas faire du littéral, simplement même pour qui sont qui forment des phrases assez élégantes. Il peut y avoir des erreurs qui viennent justement de méconnaissance de certains de ces faux amis. Je vous prends un exemple qu'on voit souvent, le mot blâmer en français. Blâmer, on sait tous ce que ça veut dire, avoir un blâme parce qu'on a commis une petite erreur ou à l'école ou ailleurs, donc blâmer. Sauf que
En anglais, on utilise le plus souvent dans le sens de faire porter à quelqu'un la responsabilité de quelque chose. Oui, Donc, on peut dire, même y compris dans la presse, tel pays était blâmé pour telle chose qui est arrivée. Non, non, on a été accusé d'être responsable. Alors, oui, par exemple, blâmer, c'est typiquement ça. Il y a une autre chose qui, là, est presque ridicule. Vous entendez souvent, même quand vous regardez des films états-uniens ou d'Amérique du Nord en particulier, doublés en français, vous avez une salle de tribunal et vous avez l'avocat qui s'adresse au juge en disant votre honneur. Sauf que personne ne dit votre honneur en français. On dit monsieur le juge, madame le juge, etc. Vous voyez, donc et il y a beaucoup de gens qui, à force de voir des films comme ça, s'imaginent que dans les pays francophones, on dit votre honneur. Bon, je vois que ça se fait au Canada, mais certainement ni en France ni en Suisse. Donc il y a toute une série de choses comme ça. Et c'est vrai que souvent, donc des traductions venant de l'anglais, les gens pensent que le mot qui ressemble au mot français se traduit par le mot français et ce n'est pas le cas. c'est intéressant, cette façon de s'adresser au juge en disant votre honneur. Maintenant que vous le dites, euh, je suis presque surprise d'entendre que ça ne se fait pas du tout en français. Ben, écoutez, en tout cas, ça ne se fait pas. La formule traditionnelle, c'est on s'adresse, monsieur le juge, madame Oui, le juge, et votre honneur, c'est typiquement anglo-saxon et nord-américain. J'imagine que ça se fait en Angleterre aussi. J'avoue que j'ai pas suffisamment d'expérience des procédures, des tribunaux, où que ce soit. Mais oui. en tout cas, c'est quelque chose qui est assez frappant. C'est très intéressant. J'imagine qu'il faut aussi avoir une bonne connaissance des expressions finalement, parce que quand on dira en français, alors c'est pas l'expression la plus classe, mais quand on dirait en français, il pleut des cordes ou il pleut comme vache qui pisse, Voilà, alors qu'en anglais on dirait qu'il pleut des chats et des chiens, voilà, exactement. et j'imagine qu'il faut effectivement remplacer par la bonne expression, parce qu'en anglais dire qu'il pleut comme vache qui pisse serait très peu compréhensible et à l'inverse, dire en français qu'il pleut des chats et des chiens serait très peu compréhensible aussi pour un francophone. Absolument, mais d'ailleurs, il y a un petit livre très drôle qui avait été publié il y a un certain temps déjà, une bonne quinzaine d'années, qui reprenait toutes ces expressions anglaises toutes faites et qui les traduisait par exemple en anglais pour montrer que pour les Anglais, ce serait complètement incompréhensible. L'inverse étant vrai d'ailleurs. Et le titre de ce petit livre, c'était Sky My Husband. Ciel, mon mari. C'est clair que Sky, my husband, personne ne comprend en anglais. Oui, Ou en tout effectivement. cas, il se demande qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi Sky. Et il y a toute une série d'exemples comme ça qui. Et c'est vrai que quand on traduit des textes, alors là, pour le coup, qui sont plus littéraires, là, il faut vraiment, et on se trouve parfois des formules qui nécessitent de longues recherches, même si on a une bonne connaissance de la langue. Moi, j'ai traduit un livre récemment qui était consacré à l'influence des services secrets, donc du Pentagone, de la CIA et des autres instances officielles états-uniennes sur Hollywood. Et c'est toute une recherche qui est faite par deux auteurs, un états-unien et un britannique, si je me souviens bien. Et il y avait des extraits de films et ils montraient que telle chose qui était dite dans le film ne venait pas du hasard, mais que c'était quelque chose qui était plus ou moins imposé en échange de l'aide matérielle apportée par les instances en question. Oui, Et là, il y avait des formules. Vraiment, j'ai dû faire de longues recherches sur Internet pour savoir ce que vous voulez dire. Donc, c'est de l'argot, si vous voulez, tout ce qui est argot, c'est extrêmement difficile. oui, Et tout à fait. ce que je constate, c'est qu'aussi en met le temps, on arrive toujours à trouver un équivalent correct. Ok. Donc effectivement, il ne suffit pas de parler l'anglais, le comprendre, le lire pour être capable de traduire. Exactement, et ça c'est valable pour toutes les langues. Je vous dis, l'anglais, c'est particulièrement spectaculaire puisque c'est quand même la langue étrangère la plus parlée, donc la langue étrangère partout dans le monde, et que, encore une fois, dès qu'on a un certain niveau, on s'imagine qu'on le maîtrise, et ça je me l'applique d'ailleurs à moi-même, je viens de vous parler des expressions argotiques, j'en connais un certain nombre, mais il y en a que d'autres que je ne connais pas, et le cas échéant, je devrais faire des recherches pour savoir ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. Il faut avoir une forme de passion quand même pour la langue, pour les langues. Je reviens un petit peu au début où on parlait de l'intérêt que vous avez, vous, personnellement, pour les langues. C'est un métier
quand même de passion, la Ah mais traduction. c'est complètement passionnant et j'avoue que personnellement, je continue à entretenir les langues que je connais, à essayer d'en apprendre de nouvelles ou en tout cas d'améliorer un peu, euh, euh, sans la prétention de jamais les parler de manière parfaite, bien entendu, mais au moins voir à quoi ressemble, voir quelle est leur structure, pouvoir comparer avec d'autres langues que je... C'est absolument passionnant. J'ai fait beaucoup de chinois et je continue à faire du chinois parce que j'ai suivi les cours des Nations Unies et j'ai passé l'examen final des Nations Unies en chinois, donc l'équivalent du proficiency en chinois, il y en a quelques années. Alors l'idée maintenant, c'est d'entretenir. Et comme j'avais fait aussi à l'époque un petit peu de japonais par intérêt, j'ai repris maintenant mon livre de japonais et je m'aperçois qu'avec les connaissances approfondies que j'ai du chinois, les analogies avec le japonais sont beaucoup plus nombreuses que ce que je pensais au départ. Et je ne parle pas seulement des caractères, il y a même dans des sons, il y a même des... tout ça est extrêmement intéressant. Absolument. Vous parliez de caractère en repensant un petit peu aux différentes langues que vous avez étudiées, que vous maîtrisez plus ou moins bien selon lesquelles. Je vois quand même que le russe, le grec, le chinois sont des langues que vous maîtrisez très bien. Vous avez touché un petit peu à tous les caractères qui existent. On ajoute l'arabe, le japonais, quelques notions de thaïlandais. Euh, L'arménien, qui est un alphabet absolument extraordinaire. Si je me suis lancé dans l'arménien, après 2 voyages en Arménie que j'ai adoré, je me dis, cet alphabet est pas possible, il est tout simplement pas possible. Et puis je me dis, mais si, forcément, il est possible. Si des enfants arméniens l'apprennent, c'est qu'il est possible. Du coup, je me dis, je vais me lancer. Et c'est vrai qu'il est possible, mais c'est un alphabet qui ne ressemble à rien, qui n'existe que pour la langue arménienne, et qui est en plus d'une précision redoutable, parce que tous les sons pour lesquels nous avons besoin en français et même dans d'autres langues, de deux lettres, par exemple, je sais pas, tsar, on écrit TS, etc. oui. Pour chaque son, ils ont une lettre précise. Ah Et oui. ça, c'est extrêmement intéressant. Alors Et c'est un certaines sont en plus aspirées, d'autres pas. Donc, ça existe en chinois aussi. Donc, tout ça, c'est un univers infini et on a envie d'avoir plusieurs vies pour apprendre à la limite toutes les langues. Bon, il y en aurait trop, mais en tout cas, tout est absolument passionnant. Alors finalement, le français avec ses 26 lettres est un alphabet assez pauvre. Ben, oui et non, parce que bon, il y a d'autres alphabets qui sont plus pour. Le français est riche en sons. Regardez par exemple les voyelles. Par exemple, la voyelle U. La voyelle U, c'est évident pour nous. U, mais U, bon, mais U existe en allemand, en hollandais, en turc, en albanais, un peu en chinois aussi, mais dans toutes les autres langues latines, le U n'est pas possible. Oui, Le J, le son J, par exemple, impossible pour des Grecs. Les Grecs oui, disent bisou et garaz, parce que bijou et garage, c'est imprononçable pour eux, etc., etc. Et puis vous avez, par exemple, le hongrois, puisqu'on en parlait, qui est extrêmement riche en voyelles, voyelles longues, voyelles courtes, avec les E courts, les E longs, les U courts, les U, etc., etc. Et ça, c'est aussi, c'est cette diversité qui est magnifique. Le pluralisme linguistique doit être absolument protégé. C'est pour ça qu'en plus, même pendant toute ma carrière de journaliste, de vrai journaliste, puis de journaliste dit institutionnel quand j'étais à l'OMS, je me suis battu en même temps, j'ai milité pour la défense de la francophonie, et non pas pour défendre le français contre l'anglais, mais pour défendre le pluralisme, la pluralité des langues. Parce que pour moi, l'enfer, ça serait un monde dans lequel il y aurait une seule langue, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Euh, mais je crois que grâce à Internet, on s'en éloigne, heureusement, et il y a de plus en plus de choses dans toutes les langues, même les plus exotiques sur Internet. Et je crois qu'on va échapper le English only, l'anglo-états-unien qui a tendance à dominer dans notre partie du monde, mais je crois que ce n'est pas une fatalité, heureusement. c'est tout à fait passionnant. Par rapport à au français, justement, que pensez-vous de la simplification de l'orthographe plus en, qui est amenée de plus en plus? On laisse tomber l'accent circonflexe, on, on, on essaie de simplifier au maximum. Qu'est-ce que vous Écoutez, en pensez? moi, je ne vous étonnerai pas en vous disant en vous disant que je suis tout à fait contre. Il y a aucun purisme là-dedans, aucun snobisme. Je pense que simplement, l'orthographe
révèle une évolution des mots et ça permet de retrouver leur sens, leur étymologie depuis le latin, depuis le grec, depuis d'autres choses. Donc je trouve que tout ça a un sens et je trouve extrêmement regrettable de vouloir simplifier alors que finalement il y a des générations entières de collégiens, d'écoliers qui se sont débrouillés avec la langue française, qui n'est d'ailleurs pas une des plus compliquées. Il y a d'autres langues qui sont aussi quand même très très compliquées. Donc pourquoi vouloir à tout prix simplifier? Pourquoi, par exemple, faire disparaître? Alors bon, là, c'est vrai qu'il y a une tendance au moindre effort, et ça me frappe aussi de voir qu'on utilise de moins en moins, par exemple, le passé simple, qui est quand même un passé qui permet de dire des choses extrêmement précises dans le passé. Et c'est ça, je le regrette beaucoup. Parlons même pas du subjonctif imparfait, mais même le simple passé simple. Et pendant la Covid, quand on avait pas mal de temps, je me suis remis à l'allemand, j'ai rafraîchi mon allemand et je me suis rendu compte que l'allemand parlé actuellement n'est plus exactement celui que moi j'avais appris au Collège de Genève. Et par exemple, là aussi, le prétérit, l'équivalent du passé simple, disparaît de plus en plus au profit du passé composé, comme en français. Oui, Il est venu, pas il vint, il a mangé, pas il mangea. Or, dans certains cas, cette précision est très, très utile, très importante. Donc, tout ça pour vous dire que, personnellement, je suis contre toutes ces simplifications, même si elles sont malheureusement relativement naturelles et inévitables. Par contre, si vous me tendez une perche, là, je vous parlerai aussi de l'écriture inclusive, que là, je trouve absolument imbuvable. oui. Je le trouve absolument insupportable et ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Je ne suis pas le seul, heureusement, et il commence à y avoir une réaction. Parce que, bon, à la limite, on mettrait tout au féminin, ça ne me dérangerait pas du tout. Oui. Le fait est que, ben, il y a une règle qui fait que au pluriel, le masculin pluriel couvre aussi bien les deux sexes. Voilà, c'est comme ça. Moi, je n'y vois j'y vois personnellement pas de problème. Et à un moment donné, je veux dire, il faut choisir. Sinon, alors, si on rajoute des points, des E, en plus maintenant, on rajoute même des X pour être encore plus inclusif, je trouve ça insupportable. Et au nom de la non-discrimination, mais regardez, on a, pour sortir du domaine de la linguistique, il est convenu que la circulation, dans la plupart des pays, sauf en Angleterre, au Japon et quelques autres, la circulation se fait à droite. Les véhicules roulent à droite. Mais Oui, on peut dire que c'est discriminatoire. Pourquoi les gens n'ont pas le droit de rouler à gauche? Donc, on pourrait dire à ce moment-là, chacun roule où il veut. Mais vous imaginez la pagaille. Donc, moi, je vois ça effectivement. un petit peu de manière comparable. Et donc, l'écriture inclusive et tout ce qui va avec, ne m'en parlez pas de grâce. C'est noté, je ne vous en parlerai pas. Par contre, j'aimerais vous parler de English Only dont vous parliez avant Oui. et de cette utilisation un peu universelle de l'anglais. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du coup des Canadiens francophones qui, eux, traduisent tout et ne gardent aucun anglicisme finalement jusqu'à parler de chien chaud pour parler de hot dog et de maïs éclaté pour parler de popcorn? Est-ce que vous trouvez que Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est extrême? Est-ce qu'il y a certains termes en anglais qu'on- qu'on de- qu'on- qui sont, euh, qui font partie finalement de la langue française aujourd'hui, où tout traduire vraiment littéralement comme eux le font est vraiment la façon correcte Mais d'utiliser le français? moi, je trouve ça très, très, très sympa de leur part de traduire des choses qui sont traduisibles. Maïs éclaté, je trouve ça magnifique. C'est clair qu'à part ça, il y a des mots qui, depuis très, très longtemps, sont entrés dans la langue française. Euh, ben, week-end, typiquement, c'est clair qu'on a l'habitude de dire week-end. On a toujours dit sidecar pour ces véhicules qu'on voit de moins en moins d'ailleurs avec une moto et un siège à côté. Tout le monde a dit sidecar. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment eu d'équivalent français. Donc je pense que quand on peut trouver un équivalent français, c'est beaucoup mieux. Mais par contre, vouloir systématiquement imposer des mots anglais, je trouve ça, surtout quand il y a des mots français qui existent, enfin, je veux dire, tout ça me paraît Oui, complètement ridicule. Et je pense que chaque langue est un trésor et chaque tous les peuples, toutes les populations du monde devraient avoir à cœur de défendre leur langue. C'est un trésor. Et pas à brader comme ça en pleine lentille. Enfin, je veux dire, ce qui se fait malheureusement de plus en plus souvent. absolument. Et alors, en tant que journaliste, Monsieur Strauss, si je transgresse un petit peu,
ou plutôt si je divague un peu du sujet, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du travail des journalistes? Parce que justement, on a l'impression que la langue utilisée s'appauvrit, on trouve de plus en plus de fautes de français, d'anglicisme ou d'anglicisme carrément traduit, de fautes d'orthographe. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur le journalisme? Alors écoutez, à propos du journalisme, je me limiterai effectivement à l'aspect linguistique, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le contenu du journalisme, sur ce qu'il devient, sur cette espèce de pensée unique où tout le monde dit la même chose, mais donc je n'entrerai pas en matière là-dessus. En revanche, sur la langue, bah, écoutez, je suis consterné d'entendre à la radio des gens qui parlent si nous avions parlé comme ça à l'école primaire, ben, on aurait eu des blâmes pour le coup. Là, c'était vraiment des blâmes. Et plus si affinité. Quand vous entendez que plus personne ne fait une inversion quand il pose une question, y Oui, compris les journalistes, du genre vous en pensez quoi? Vous allez où? Mais nous, on aurait dit ça à l'école primaire, c'était tout simplement pas possible. Et je trouve ça d'autant plus regrettable et d'autant plus typiquement insupportablement francophone que vous n'entendrez jamais en anglophone demander You go where? c'est vrai. En allemand, quelqu'un Sie machen was? On n'entendra pas ça. Tout Pourquoi à est-ce qu'en fait. français, on se permet de poser, de supprimer l'inversion, qui est quand même une caractéristique de notre langue, et d'ailleurs beaucoup d'autres langues aussi? Quand on pose une question, on fait l'inversion. C'est clair, c'est si difficile que ça. Donc là aussi, il y a une sorte de paresse, une sorte de je m'en foutisme. Comme disait quelqu'un, c'est pas très optimiste, mais quelqu'un disait tout le monde se fout de tout actuellement. Heureusement, je pense qu'on n'est pas totalement encore à ce point-là, mais là, je pense qu'il faudrait quand même réagir parce que enfin, je trouve ça consternant. Voilà. Ouais, c'est très juste. Du coup, je suis très inquiète de savoir comment je vous ai posé mes questions. Avant de mettre cet épisode en ligne, je vais bien le réécouter. Je pourrais pas le modifier, mais en tout cas, j'en tirerai des leçons, ça c'est sûr. Honnêtement, j'ai rien noté de contestable. Ça m'a peut-être échappé, mais en tout cas, rien ne m'a choqué, je vous rassure. Bon, alors ça va. Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très intéressant de voir que le travail de traducteur est effectivement pas simplement le fait de traduire des mots les uns après les autres et puis d'essayer d'y mettre un sens, mais que c'est beaucoup plus que ça. Et j'ai également appris beaucoup de choses au sujet justement des langues et c'est très impressionnant de voir la passion que vous avez pour les langues en vous écoutant parler, c'est vrai que ça donne envie en fait d'apprendre soi-même. Moi, ça m'a donné envie je me suis dit, mais quelle langue est-ce que je pourrais Ah ben ça me euh, fait plaisir. me mettre à apprendre? C'est vraiment fascinant et je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de partager tout ça, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir partagé tout ça avec nos auditeurs. C'était un grand plaisir. Merci, Merci, Anna. merci Philippe Straught et puis peut-être à bientôt. À bientôt. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.